Ça y est, le Premier ministre du Burkina, Christophe Joseph Marie Dabiré, a décliné ce 4 février devant la représentation nationale la politique générale qu'il entend mener à la tête du gouvernement burkinabé. Obligation constitutionnelle, la déclaration de politique générale du Premier ministre a été adoptée par les députés par 105 voix, confortant ainsi Christophe Dabiré dans ses fonctions de Premier ministre. Il reste donc que la vision s'imprime et que les paroles se transforment rapidement en actes pertinents au service de la nation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info consacré aujourd'hui à cet exercice constitutionnel qui installe le Premier ministre du Burkina dans ses fonctions. Et pour en parler, je reçois pour vous Charlemagne Abissi, c'est le directeur général de Savane Média, mais il est aussi président de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso. Une Alpha, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Serge. Également sur le plateau aujourd'hui, Youssouf Ouattara, directeur exécutif du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, c'est le CIFOEB. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce 124e numéro de votre émission Périscope. C'est la deuxième fois que Christophe Joseph Marie Dabiré sacrifie à cette exigence constitutionnelle de la déclaration de politique générale. Le Premier ministre burkinabé était en effet déjà passé devant la représentation nationale le 18 février 2019 pour ce grand oral qui débouche ensuite sur un vote d'approbation ou de désapprobation. Reconduit dans ses fonctions le 5 janvier dernier, suite à la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré à la présidence du Faso, au terme de l'élection présidentielle du 22 novembre 2020, l'ancien nouveau Premier ministre vient donc d'exposer aux élus nationaux sa feuille de route gouvernementale. Tout d'abord, quel sens donnez-vous à cette disposition constitutionnelle, Charlemagne Abissi? Bien sûr, il faut reconnaître que c'est les textes sont les textes fondamentaux donc, du pays qui le demandent ainsi, mais ça pose quelques petits problèmes. Voilà, parce que si je ne m'abuse, il est question donc d'investiture donc à la suite donc de ce vote, et on ne sait plus trop dans quel type de régime on se retrouve. Voilà, donc ce n'est pas bien sûr un régime présidentiel, ce n'est pas un régime parlementaire, c'est à la base un régime parlementaire rationalisé, mais c'est peut-être on peut dire que le terme investiture pose problème. L'adoption de la déclaration de politique générale vaut investiture, Youssouf Ouattara. Quel sens vous donnez donc déjà à cette disposition constitutionnelle, donc dans la forme déjà? Alors, dans la forme, il faut savoir que le Premier ministre est le chef du gouvernement, c'est lui qui conduit donc la politique du gouvernement. Et au-delà du président du Faso, moi je pense qu'il est tout à fait logique que la feuille de route qu'il a dessinée pour conduire les affaires de l'État, qui revienne vers l'Assemblée nationale, vers les élus du peuple, pour présenter cette feuille de route et également et leur expliquer comment ils comptent la conduire. Et maintenant, c'est aux représentants du peuple donc d'apprécier et d'approuver cette feuille de route. Parce qu'on peut se retrouver des cas où le Premier ministre va développer une politique totalement différente donc, de celle du président élu. Et dans ce cas de figure, la barrière à député, la barrière de l'Assemblée nationale sera toujours là pour pouvoir le recadrer. Oui, en effet, Youssouf Ouattara, mais tout de même, on donne 30 jours au Premier ministre pour passer devant le Parlement. Ça veut dire qu'il est déjà installé dans ses fonctions. Il a formé son gouvernement. Le gouvernement a commencé à travailler. Et puis ensuite, il doit passer devant le Parlement qui décide finalement s'il peut faire le job ou pas et qui peut le récuser. Le fait est qu'à cette étape, l'Assemblée nationale peut le récuser et désapprouver sa déclaration. Et il appartiendra au président du Faso de nommer un nouveau Premier ministre dans les 8 jours qui suivent. Non, c'est une forme d'équilibre des pouvoirs. Parce qu'on peut, dès qu'il est nommé, bien sûr, il a déjà une certaine autorité, mais sa politique aussi est très importante. Donc, c'est dans sa politique qu'on va apprécier le chemin qu'il veut suivre et la politique de développement qu'il veut
veut donc dérouler. Et dès cette étape-là, le Parlement peut l'interpeller ou le recadrer et ça peut faire l'objet justement de négociations et d'échanges entre les différents acteurs politiques si c'est nécessaire. Un gage de rigueur démocratique donc. Ouais. Moi je pense qu'un niveau de contrôle supplémentaire ce n'est jamais mauvais pour la démocratie, ça évite les abus. Chalma Abissi, on peut le considérer comme un gage de rigueur démocratique, une manière de dire au Premier ministre vous avez beau être nommé par le président du Faso, il vous faudra convaincre devant les élus de la nation pour dérouler votre feuille de route. Je crois qu'à ce stade, c'est juste une vision donc, du programme, en fait, du programme du chef de l'État, qui lui, il est chargé de mettre en musique. Alors, donc ici, le fait donc de venir présenter ce programme qui va être traduit donc, dans des faits concrets sur le terrain après, eh bien, je pense que désavouer un Premier ministre à ce stade-là, c'est comme si on rejetait la politique présentée par le chef de l'État lui-même, donc, et qui a été élu par les populations. Donc ça peut créer donc, des précédents. Donc on réévaluait on réévaluait donc le projet du chef de l'État, du chef de l'État, mais c'est le terme investiture qui me pose un problème. Je me vois un peu comme aux États-Unis. Quand on parle d'investiture, c'est comme si c'était un vice-président, voilà, donc qui avait l'onction, non pas cette fois-ci donc du peuple, mais des grands électeurs. Voilà. Oui, Youssouf, vous voulez dire quelque chose rapidement? Dans l'option où la majorité parlementaire coïncide avec la majorité présidentielle, effectivement, on peut avoir cette lecture-là. Mais il peut se trouver que la majorité parlementaire est différente de la majorité présidentielle. Et dans ce cas-là, il va y avoir une négociation entre les différents acteurs politiques. Donc, il est bon que la politique que le chef de gouvernement va définir, qu'elle traduise effectivement l'objet de leurs accords et que effectivement les acteurs se retrouvent dedans. Donc, dans un cas où il y a coïncidence de majorité, ça ne pose pas de problème. Mais si les majorités sont un peu différentes, ou bien la majorité au niveau parlementaire, au niveau des députés, n'est pas tout à fait nette et qu'il faut des négociations, vous voyez que là, il faut que la politique qui définit, qu'elle reflète vraiment l'engagement et les accords. Et on se retrouve comme dans un cas de cohabitation d'une certaine façon. Bon, mais de toute façon, ça ne s'appelle pas pour cohabitation parce que si le parti majoritaire est obligé d'avoir beaucoup plus d'alliances pour pouvoir avoir une base majoritaire plus large, donc ça veut dire qu'il a cédé, le parti va céder sur certains points. Donc il est tout à fait normal que les nouveaux acteurs qui sont rentrés dans la majorité, que la politique que le chef de gouvernement définit, qui se retrouve dedans. Qui se retrouve dedans. En tout cas, cette disposition est établie par l'article 63 de la Constitution du Burkina Faso qui stipule que, je cite, dans les 30 jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote. L'adoption de cette déclaration vaut investiture. Et si la déclaration de politique générale ne recueille pas la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, le président du Faso met fin aux fonctions du Premier ministre dans un délai de 8 jours. Il nomme un nouveau Premier ministre conformément aux dispositions de l'article 46. Fin de citation. Alors, le Premier ministre, il a passé cet oral haut la main. Il pourra donc sereinement décliner le programme du président du Faso qu'il est censé appliquer. Il a remporté cet oral avec 105 députés. En tout cas, 105 députés ont approuvé sa déclaration contre 21 voix contre et une abstention. On peut dire que la majorité a fonctionné à merveille. Oui, tout à fait, mais c'est normal. On ne pouvait pas attendre autre chose. Mais, parce que d'abord, on est à la fois dans l'urgence, on est dans une dynamique où, comme disait Ouattara, il y a la majorité présidentielle qui est au Parlement. Donc, il n'est pas question qu'on perde davantage de temps. Bon, donc ici, le Premier ministre devrait, en tout cas, sauf catastrophe, obtenir donc, les cours de France pour avancer et mettre en œuvre très rapidement donc, le projet, le programme pour ce deuxième mandat du chef de l'État. Alors, Youssouf Ouattara, s'il n'y avait pas suspense, on savait très bien qu'il allait passer haut la main. Ça a été le cas, 105 voix sur 127, c'est plus qu'honorable. Oui, ces suffrages traduisent beaucoup plus des positions, on va dire, de principe des différents acteurs.
Et parce qu'on va le voir au cours du mandat, que ce n'est pas évident que dans le vote des différentes décisions, des différents projets de loi qui seront présentés, et que ça suive. Mais dans le principe, dès le départ, il fallait afficher, il fallait que chaque acteur, chaque camp politique affiche sa position. Et je pense que c'est cette traduction qu'on a eue à travers le vote qui a eu lieu aujourd'hui. Il faut souligner en tout cas qu'en France, c'est là-bas que nous avons copié cette pratique. Eh bien, la déclaration de politique générale est juste une tradition républicaine et ne constitue pas une obligation constitutionnelle. En tout état de cause, cette mesure, on l'a dit, vise sans doute à asseoir et à renforcer la légitimité démocratique du nouveau Premier ministre avec l'esquisse de sa politique générale, qui reste tout de même dans la lettre sous le coup d'une désapprobation à travers le vote des députés. Christophe Dabiré a donc mené cet exercice haut la main. C'est la deuxième fois qu'il passe devant le Parlement pour cet exercice-là. Sur le fond, il a assis la feuille de route de son gouvernement sur 4 piliers. D'abord, la consolidation de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale et la promotion de la réconciliation nationale. Ensuite, l'approfondissement de la réforme des institutions et la modernisation de l'administration publique, puis la poursuite de la transformation des bases productives de l'économie nationale. Et enfin, Christophe Dabiré souhaite renforcer le processus de développement humain et la solidarité. Ces 4 axes vous semblent-elles bien balayer le spectre des préoccupations actuelles du pays, Salma Yabissi? Oui, de façon globale, parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas nier que les vrais problèmes, c'est d'abord donc la paix, la sécurité. On parle de réconciliation nationale, ça contribue à tout ça. Mais aussi, dans le même temps, il faut renforcer les bases donc, de l'économie. Renforcer les bases de l'économie, c'est à la fois créer ou en tout cas susciter un nouvel élan au niveau donc, de l'administration, au niveau de l'administration publique, qui est quand même le bras armé donc, du pouvoir, et faire en sorte que donc, tous ces éléments concourent à une dynamisation de l'ensemble donc, des secteurs sociaux, économiques, politiques et autres. Donc il faut forcément qu'on commence par l'essentiel qui permette aux fils et aux filles de Burkina Faso de se regarder en face et de regarder dans la même direction. Et ça, c'est important. Ça, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge. Que donc, le Premier ministre doit, avec l'ensemble de ce gouvernement, pouvoir mettre en œuvre. Alors, Youssouf Ouattara, consolidation de la paix, de la sécurité, cohésion sociale, approfondissement des réformes des institutions et la modernisation de l'administration publique, la transformation des bases productives de l'économie, renforcement du processus de développement humain et la solidarité. Ce sont 4 piliers qui nous parlent. C'est ça. Ça veut dire, ces 4 piliers, il faut les lire donc, à la lumière du programme du président du Faso. Donc l'offre politique que le président a fait à la population, que la population, les électeurs ont payé avec leur vote, et était structurée sur 10 chantiers. Et quand vous regardez les 10 chantiers, ils ont restructuré les 10 chantiers en 4 axes. Ça veut dire qu'on avait déjà un premier chantier qui était la sécurité et la paix, et l'autre chantier c'était la réconciliation nationale. Donc vous avez vu, ces 2 premiers chantiers, il les a restructurés en un seul axe. Maintenant, on avait aussi la réforme de l'administration et puis la décentralisation à part. Il les a fusionnés également en un seul axe. Aussi, il y avait le secteur agricole, le secteur de l'emploi. Là, il l'a structuré en termes d'appui à la transformation des bases de l'économie. Et maintenant, le 4e, qui est le développement humain, là, il avait parlé beaucoup plus de la question de l'éducation. Et aussi, il y avait un chantier qui était le bien-être. J'ai vu que le capital humain, le développement du capital humain a été associé donc à la solidarité et le bien-être pour former un axe. Et je pense que ça traduit bien l'offre que le président du Faso a fait. Et comme le chef du gouvernement est chargé de mettre en œuvre sa politique, je pense qu'il y a une cohérence dans ce sens. Cette offre, cette feuille de route répondent-elles aux préoccupations actuelles des populations burkinabées? Dans le principe, on peut dire oui, puisque c'est ce que les électeurs ont acheté comme offre. Parce que
on avait beaucoup de candidats, mais c'est l'offre du président du Faso, donc Christian Kaboré, qui a été acceptée par la population. Donc on peut dire que c'est cette offre-là qui semblait répondre en tout cas au mieux aux attentes de la population. Maintenant, et en matière de politique publique surtout, il faut voir, il y a l'offre et il y a l'opérationnalisation de l'offre. Peut-être qu'il peut y avoir des hiatus. Alors, Charlemagne Yabissi, vous vous retrouvez à travers ces 4 piliers-là. Est-ce que vous sentez battre à l'unisson donc les problèmes du Burkina? Est-ce que ce maillage traduit effectivement les préoccupations des Burkinabés d'aujourd'hui? Normalement, tout le monde devrait s'y retrouver. Seulement, comme disait Ouattara, ça dépend donc de comment donc on opérationnalise. Qu'est-ce qu'on nous sert à la fin? Parce qu'on peut avoir les plus gros projets, les plus belles visions. Lorsque dans l'application, dans la mise en œuvre, on se retrouve à ne plus, en tout cas avec des petites velléités ou des couacs, ou encore des éléments qui ne permettent pas donc de tirer vers le meilleur ces projets, du fait de l'homme en général, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que on peut avoir les meilleures volontés possibles, la bonne volonté possible, la meilleure vision, mais les hommes qui vont mettre en œuvre ce programme, cette vision, bien sûr, il faut de la vertu, il faut de l'engagement, il faut de la vision, il faut vraiment avoir cette vision de service public. Alors vous parlez de vertu, de vision, tout cela, probité. Le président du Faso est revenu sur toutes ces valeurs. Non, d'abord, le président du Faso est revenu sur toutes ces valeurs lors de son investiture. Il a même évoqué effectivement ce chantier de la réconciliation nationale, la sécurité liée notamment à la lutte contre le terrorisme. On a parlé de la gestion des dossiers pendants, mais également de ce vaste chantier concernant les questions foncières, avec la relecture de la réforme agraire et foncière. Moi, je vous propose de nous arrêter quand même sur ce chantier de la réconciliation nationale, ainsi que sur ces implications politiques qui semblent être, quand on suit un peu le développement et tous les développements d'ailleurs que l'on voit depuis la formation du gouvernement, ça semble être la clé de voûte de l'action gouvernementale de Roch Kaboré, ou plutôt si vous voulez bien de Christophe Dabiré, Roch Kaboré étant donc à la tête du Burkina pour un deuxième quinquennat. C'est un enjeu majeur pour mon gouvernement, a d'ailleurs indiqué le Premier ministre, qui entend mettre tout en œuvre pour, je le cite, réussir l'organisation du Forum de réconciliation nationale annoncé par le président du Faso en s'appuyant sur les résultats fort appréciables déjà engrangés par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Fin de citation. Alors, comment voyez-vous concrètement ce nouveau départ dont parle le Premier ministre? Il parle même de nouveau pacte social et républicain. Alors, comment voyez-vous cela? Non, il y a déjà, dans ce pays, il y a un défi, on a déjà un défi sécuritaire. Donc, il faut éviter qu'il y ait une superposition de conflits et de défis de ce genre. Je pense que c'est pour ça les clivages politiques, les clivages sociaux, il faut travailler à les aplanir et aussi atténuer un peu, on va dire, la belligérance au niveau des acteurs politiques. Donc, ça, c'est déjà une base essentielle pour pouvoir avoir un front unique contre le défi pour faire face donc au défi de l'insécurité. Je pense que c'est dans ce sens-là et tous les acteurs l'ont compris effectivement, parce que quand vous regardez les programmes des différents candidats et pour le président Roch qui a été retenu, la question de la réconciliation était centrale sur l'ensemble des candidats. Ça veut dire que sur l'ensemble des Burkinabés également. Avec des variantes quand même. Avec des variantes, mais le résultat reste le même, que les acteurs politiques, que la société se retrouve sur un certain nombre de valeurs. Pas seulement les acteurs politiques, parce que vous avez vu aussi sur le plan social, il y a un certain nombre de clivages qui sont perceptibles. Donc, il faut travailler à corriger. Donc, il faudra qu'on crée donc les meilleures conditions pour faire face aux défis sécuritaires. Je pense que c'est ça surtout l'enjeu. Sceller la réconciliation nationale et la cohésion sociale pour faire face aux défis sécuritaires. C'est cela aussi votre lecture, Charlemagne Yabissi? Oui, absolument, parce que depuis quelque temps, j'entends des analystes, des politiques et même le Premier ministre parler donc d'holistique. C'est-à-dire qu'il faut prendre le problème sur tous les angles.
Aujourd'hui, lorsque on parle donc de réconciliation nationale, de cohésion sociale, évidemment, ça va au-delà des politiques. C'est beaucoup plus profond que cela. Je crois que le Premier ministre l'a exprimé encore dans ses explications. Et ceci, c'est fondamental par rapport à tout le reste. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas réconcilier les cœurs, on ne va pas réconcilier les zones, je vais introduire peut-être une notion de ce que j'appelle un peu la République du rognier. Hein, on connaît tous le rognier, c'est un arbre qui a 1000 vertus, mais on dit que celui qui est à ses pieds ne profite pas de son ombre. Tant qu'on ne va pas avoir cette façon de voir les choses, commencer par s'occuper de ceux qui sont en périphérie géographique, périphérie sociale, ça posera toujours un problème. Et malheureusement, dans la mise en œuvre, on se rend compte que ça ne se fait pas comme ça. Et c'est ce qui pose problème réellement. Donc il faudrait que le Premier ministre veille à ce que concrètement les choses aillent à ces gens-là qui sont des oubliés, des exclus de la République. D'abord, ça permettrait d'avancer très rapidement. Je ne dis pas que c'est la solution, la panacée. Ça permettrait d'avancer très rapidement sur les questions de sécurisation du territoire, avec l'engagement donc de tous les fils du pays. Et ça, c'est important. Si on passe à côté, si on fait du saupoudrage, si on fait de la politique politicienne, on ne va pas y arriver. Et les mêmes causes vont produire les mêmes effets et peut-être de façon plus grave encore. Donc, je voudrais que chacun comprenne que c'est de l'avenir du Burkina Faso, l'avenir de notre pays dont on parle aujourd'hui, et il faut être vraiment sincère dans les propositions et dans la mise en œuvre. Sincère dans les propositions et dans la mise en œuvre, d'autant qu'il s'agit de proposer un format pour aller à cette réconciliation nationale, puisque chacun définit cette réconciliation nationale-là selon ses propres intérêts, ses propres schémas, ses propres attentes. Il s'agit d'ailleurs, a dit le Premier ministre, de convoquer toutes les forces vives de la nation pour poser les jalons d'un nouveau départ pour notre pays en matière de consolidation d'un état de droit et de démocratie qui garantit la liberté de chacun et la paix pour toute la communauté. Youssouf Ouattara. Bon, je crois que c'est une recette, on va dire, de par l'histoire qui marche, c'est la recette du dialogue. Et malheureusement, ce n'est pas toujours évident qu'à l'issue du dialogue, des solutions concrètes en sortent. Mais le dialogue a effectivement cet effet de créer les conditions de rapprochement entre les acteurs. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont, le Premier ministre, donc, avec son gouvernement, a choisi cette option du forum. Donc, qui au préalable va nécessiter un travail en amont, un travail de communication, un travail d'échange avec les différents acteurs pour pouvoir les mobiliser autour de cette table ronde. Et c'est là où c'est intéressant parce que l'essentiel va se jouer dans ces préalables, les différentes rencontres qui vont se faire et maintenant qui vont être couronnées par le forum. Je pense que c'est ça l'essentiel, que les acteurs se parlent et je pense que ça peut aider. On attend donc que le ministre chargé de cette question, donc de la réconciliation nationale, de la solidarité nationale, qui est donc délégué auprès du président du Faso, propose le canevas, le format, la formule magique qui nous permettrait d'aller vers ce forum qui définirait finalement le contenu qu'on donne à cette réconciliation pour sceller une véritable réconciliation des cœurs et pour promouvoir une réelle cohésion sociale. En évoquant l'élaboration de la stratégie nationale pour la promotion de la cohésion sociale à parachever et qui doit servir de référentiel en la matière, le Premier ministre évoque l'organisation d'une journée symbolique dédiée au vivre ensemble. Est-ce une idée qui vous séduit, Charles Mayabissi? Bon, ce que moi je retiens dans tout ça, c'est le terme symbolique. Voilà. Donc, mais au-delà du symbole, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en amont, il faut avoir fait le travail, c'est-à-dire aller vers l'essentiel des populations. Donc, poser les problèmes de façon très claire et sincère, comme je l'ai dit tantôt, et faire en sorte que tout le monde adhère. Le reste, ben, ça va tout seul. C'est-à-dire que si on arrive à faire ça, on se retrouve dans les conditions d'un véritable État-nation. Voilà, l'État-nation étant traduit par le vouloir vivre naturel, hein, collectif de tous les citoyens. Donc, dès que les gens se retrouvent impliqués, en tout cas, se retrouvent dans la République qu'on leur propose, évidemment, ils s'engagent. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas faire en sorte qu'on se retrouve dans des oppositions
élites et autres, ou en tout cas groupes de ceci ou cela, et faire en sorte que chaque Burkinabé se sente l'égal donc de l'autre Burkinabé. Alors oui, cette idée de dédier une journée au vivre ensemble, vous parle-t-elle, Youssouf Ouattara? Moi, je pense que c'est une recette qui a sa fonction, parce que ce n'est pas une première. Il faudra qu'on s'inspire des mesures similaires qui ont été prises par le passé, mais qui, au bout du compte, n'ont pas produit un effet particulier. Mais vous voulez faire allusion à la journée de pardon? À la journée du pardon. Mais de manière immédiate, ça a un déclic. Ça crée un déclic qui est que les acteurs se parlent. Mais de manière durable, ça ne contribue pas forcément à créer justement les conditions de paix, parce que les conditions de paix aussi, c'est des questions de développement. Les conditions de paix, c'est beaucoup plus au-delà des questions politiques ou de réconciliation nationale. Alors, dans les évocations de ce jour, le Premier ministre a également parlé du parachèvement du processus électoral en cours en veillant à organiser dans les conditions optimales les élections municipales et le référendum constitutionnel. Mais le Premier ministre prévient donc qu'en raison du fait qu'un nouveau paysage politique s'est imposé au Burkina suite aux élections du 22 novembre 2020, les scrutins de mai 2021 pourraient être reportés. De fait, le référendum constitutionnel reste aussi dans l'agenda politique institutionnel du Burkina. Charles Mayabissi. Oui, bon, évidemment, c'était... C'était prévisible que les élections soient reportées? Je pense que c'est un peu dans la vision tout à fait normale donc des choses. On se dit à ce stade, et vu donc les délais, il se pourrait que les conditions ne soient pas non plus pour. Mais ça nous oblige donc à aller vite donc, au travail, au charbon, pour faire en sorte que donc, les conditions, donc, puis je vois que le chef du gouvernement a mis en bonne place donc, cette question donc, de la sécurisation du territoire. Bon, peut-être qu'en allant plus vite, on a quand même réussi à faire les élections présidentielles dans certaines conditions. Je crois qu'on peut aller vite et permettre que le reste puisse se faire dans la mesure où déjà, je pense, le désamorçage donc, des questions sécuritaires sous l'angle de la cohésion sociale et de la réconciliation, ça peut peut-être permettre déjà à certains de se projeter donc, dans cette dynamique-là et faire en sorte que certaines poches déjà puissent commencer donc, à se libérer pour faciliter donc, les élections au niveau local. Justement, peut-être que dans cette vision-là, on pourra effectivement aller aux élections dès lors que chacun sera dans la perspective ou dans la dynamique donc de la cohésion sociale et de la réconciliation. Dynamique de cohésion sociale, de réconciliation. Vous avez parlé du pari de la sécurité. Le pari de la sécurité, Christophe Dabiré l'a évoqué en disant que pour le gagner, ce pari-là, il veillera, et je le cite, à la réorganisation de l'administration du territoire et en suivant donc les engagements du chef de l'État et ses orientations, eh bien, le ministre chargé de l'administration territoriale soumettra incessamment au Parlement donc un projet de redécoupage du territoire national afin d'assurer un meilleur maillage sécuritaire et un meilleur développement socio-économique à la base. Mais là aussi, c'est quand même un gros chantier là aussi. Oui, l'un des points marquants de ce discours, c'est justement cette question de réforme de l'administration du territoire, moi je pense. Parce que déjà, le Premier ministre fait le lien entre l'organisation du territoire et la sécurisation du territoire. Tout à fait. Donc on estime qu'il n'y a pas une suffisante couverture en termes de services de sécurité du territoire. Et effectivement, le chef de l'État a fait la promesse lorsqu'il était en campagne dans la région de l'Est. Donc, je pense que... Justement, il avait promis en effet que cette région est trop grande et que en l'état actuel des choses, on ne peut pas assurer efficacement donc, la sécurité, en 2 mots. Mais cette proposition ou cette promesse, pendant la campagne, a suscité quand même quelques divergences au niveau des fils de la région. Non, parce que déjà, la question de la réforme de l'administration du territoire, la question du découpage territorial, c'est une question qui est dans le pipeline. Et depuis 2012,
cette question est sur la table. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc, c'est une occasion simplement, avec la situation sécuritaire, qu'on réfléchisse sur la question du découpage. Je pense que c'est ça qui a justifié qu'on décide du report de l'élection municipale pour décider de cette carte territoriale, de cette configuration du territoire, avant de décider maintenant quand est-ce qu'on va organiser les élections et dans quel contexte, avec quel type de circonscription administrative ou bien de collectivité territoriale. Mais moi, j'ai beaucoup de réserves par rapport au lien simplement entre l'organisation du territoire. Le découpage ne va pas être une panacée pour la question sécuritaire, pour la couverture en matière de services de sécurité. Parce que les politiques, les décisions qui ont été prises en matière du choix d'installation des services de sécurité sur le terrain, ces choix n'ont pas été animés par une analyse technique ou objective. C'est beaucoup plus politique. Même le découpage territorial, c'est beaucoup plus par la volonté politique que le territoire a été découpé. Ce n'est pas une vision économique, ce n'est pas une vision sécuritaire. Est-ce que cette vision-là ne devrait donc pas maintenant se retrouver dans cette réorganisation? C'est ce danger, c'est ce qu'il faut éviter dans le nouveau découpage qu'on va faire. Il faut qu'il soit beaucoup plus objectif et qu'il repose sur des critères objectifs, soit des critères économiques, soit des critères sécuritaires comme on l'a dit, mais aussi prendre en compte la question de la participation. Parce que si vous restez à Ouaga et vous décidez comment vous allez découper et répartir les populations à travers ensemble, évidemment qu'on risque de créer d'autres tensions locales et qui ne vont pas donc aider à la question de la paix. Moi, je pense donc qu'il faut beaucoup plus de participation à la base, que les acteurs traduisent, effectivement, manifestent leur volonté de vivre ensemble et d'évoluer dans un espace territorial commun. Décidément, hein, il a du pain sur la planche, ce gouvernement. Il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de chantiers qui sont importants, qui sont nécessaires et finalement tous prioritaires. Tous prioritaires, c'est normal. Nous sommes donc dans un pays où tout est prioritaire parce que peut-être qu'on n'a pas su faire des choses dans une grande perspective. Voilà, parce que si c'était fait comme ça, si on avait des plans assez poussés dans le temps, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je crois que ce sont des choses qui auraient pu se régler de façon naturelle et progressive et on n'en serait pas là. Aujourd'hui, par rapport à ce découpage-là, je suis d'accord qu'en restreignant un peu donc, la surface, en tout cas la couverture des circonscriptions, ça permet donc au mieux de gérer. Encore faudrait-il que les moyens suivent. Voilà, donc et de créer en tout cas une sorte de cocon où les gens se retrouvent, parce que lorsque vous êtes dans une zone où votre premier responsable administratif est à 100 et quelques kilomètres de vous, à 200 kilomètres, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes d'appartenance, ça pose des problèmes de confiance, ça pose des problèmes de proximité. Et ça aussi, ça peut jouer. Il faudrait profiter de ça peut-être pour créer les conditions sociales, économiques et sécuritaires autour de ça pour justifier que ce découpage-là vaille la peine d'être fait. Parce que quand on regarde, en général, il a parlé de l'Est, mais le Sahel aussi. Il y a d'autres régions qu'il faut regarder. Il faut regarder l'ensemble pour avoir quelque chose de quoi. Oui, au-delà du découpage, c'est la question des inégalités territoriales qu'il faut regarder. Exactement. Parce que le mode de choix de nos investissements a été un mode centralisé qui suit bien sûr le modèle français. Si vous regardez le modèle américain, parce qu'ils sont partis de la décentralisation pour aller vers un État centralisé. Alors, nous avons fait un choix où on met tous les investissements à Ouaga, ensuite on met à Bobo, ensuite on met au chef-lieu, ainsi de suite. Donc, ça fait qu'on laisse certaines populations en marche parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir déployer ces investissements partout. Donc, il faudra faire des choix d'équilibre des investissements. On n'est pas obligé de tout mettre au chef-lieu de province, on n'est pas obligé de tout mettre au chef-lieu de région ou au chef-lieu de commune. Il faut veiller à ce qu'il y ait un équilibre des investissements sur le territoire. Je pense que c'est ça qui va permettre aux populations, effectivement, de sentir la présence de l'État pour qu'effectivement, ils ne se sentent pas délaissés et que ça consolide justement le tissu national. Alors, je ne sais pas si c'est le Premier ministre qui vous a écouté avant d'en parler ou si c'est lui qui vous écoute maintenant. De toute façon, vous semblez être sur la même longueur d'onde puisque, si j'ai bien compris sa déclaration, quelque part, on a le sentiment qu'il veut faire
vers une sorte de double détente, décentralisation, déconcentration. Vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, de prospective. Le Premier ministre en a parlé dans sa déclaration de politique générale, puisque notamment sur le plan économique, eh bien, Christophe Dabiré annonce que, je cite, les acquis du PNDES seront consolidés dans un nouveau référentiel national de développement 2021-2025, dont le processus d'élaboration est avancé et qui va conclure le cycle de planification stratégique de l'étude nationale prospective Burkina 2025 et permettre d'engager l'élaboration de la vision prospective à l'horizon combien 2060. Voilà qui doit réjouir Youssouf Ouattara. Oui, je pense qu'on a une cohérence en matière de mise en œuvre des instruments de planification et de pilotage des politiques publiques. On a l'étude prospective de Burkina 2025 qui donc tire à sa fin. Donc, mais qui n'a pas été suffisamment exploité. Qui n'a pas été suffisamment exploité, mais le problème n'est pas seulement les plans stratégiques, mais la question également, c'est la qualité de la gouvernance dans la mise en œuvre de ces projets. Vous voyez, dans son discours, le chef de l'État dit qu'il va travailler à réduire le train de vie de l'État, il va travailler donc à... Le chef de l'État ou le chef du gouvernement? Le chef du gouvernement plutôt, et à améliorer les ressources propres. Et il a souligné quelque chose de très important, et c'est intéressant que ce soit lui-même qui le relève. Les acquisitions des biens et services, par exemple, c'est très énorme et la proportion est très grande. Par exemple, quand vous prenez donc les dépenses courantes, vous avez le service de la dette, vous avez le personnel, vous avez l'acquisition des biens et services qui sont l'ensemble des marchés qui sont passés pour acquérir les biens et services. Et on note une progression de ces biens et services depuis 2016 et il a dit il y a les cas des baux administratifs par exemple, c'est-à-dire l'administration publique qui loue des bâtiments et souvent ces acteurs-là louent ces bâtiments à des prix exorbitants. Oui. Voilà. Mais la question c'est il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait un processus qui permet à chaque Burkinabé qui dispose d'un immeuble de pouvoir concourir et de pouvoir offrir ces services. C'est ça qui va, la concurrence va permettre à l'État de faire des économies. Sinon, si des acteurs se retrouvent et décident combien ils vont louer un bâtiment pour que le contribuable paie, donc c'est ça qui grève donc, le budget et ça grève l'épargne budgétaire, donc qui sont l'ensemble des ressources qui sont dégagées après le fonctionnement pour pouvoir faire l'investissement. Donc, les instruments de planification, c'est très important, mais il faut qu'il y ait une cohérence et dans la conduite de l'action publique qui nous permet effectivement que ce qui est défini dans les plans de développement, qu'au bout du compte, à la mise en œuvre, à la fin donc de la mise en œuvre, on ait ces résultats. Alors, Charles Abissi, vous avez parlé de prospective, on est en plein. Il y a eu cette prospective Burkina 2025 depuis des années. On est presque en 2025. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas tout le contenu et les objectifs, on ne les a pas atteints. On nous parle maintenant d'une vision prospective à l'horizon 2060. Est-ce une approche qui vous séduit? Mais bien sûr, vous ne pouvez pas diriger un pays Mais il ne suffit pas de faire des annonces non plus. Il ne faut pas faire des annonces, mais on ne peut pas diriger un pays sans faire projeter sur le long terme. Voilà, parce qu'on a comme l'impression que chacun vient avec le plan pour un mandat ou pour un deuxième mandat et ça s'arrête là. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas, c'est un peu comme la mise en œuvre d'une politique de gouvernement. Ce n'est pas ça qu'on veut. Les Burkinabés doivent juste savoir à quoi va ressembler le pays dans 50 ans. Dans 50 ans. Voilà, par exemple. Donc chacun, quand c'est clair, chacun commence à se projeter et chacun contribue à cela. Lorsque le Premier ministre dit, je pense, si je traduis en français facile, il dit donc qu'on va mobiliser plus les recettes endogènes, concrètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler sur une certaine chose. Il y a une question dont on n'a pas parlé et qui est fondamentale. Je ne dirais pas au-delà, et si je peux me permettre, je dirais au-delà même de la question de la sécurité, de la réconciliation et tout ça. La question de la gestion de la corruption. Tout à l'heure, Ouattara parlait donc de gouvernance, mais il faut de la vertu. Il n'y a pas de vertu, que ce soit dans la sécurité, que ce soit dans la cohésion, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans les marchés publics, on va toujours revenir aux mêmes choses. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on comprenne aujourd'hui qu'un sou, lorsque par exemple les commerçants, les hommes d'affaires, donc paient des impôts, il faudrait que ça aille dans un développement durable. On ne va pas chaque fois en train donc, de refaire des routes tous les 3 ans, tous les 4 ans par exemple. Donc lorsqu'on investit, il faut investir de façon durable et que chacun comprenne ça.
Donc ça, franchement, si on peut arriver à cela, je pense que le Burkina Faso pourra être un laboratoire pour l'ensemble de l'Afrique. La lutte contre la corruption est un axe également d'action, en tout cas, oui, un axe d'action pour le gouvernement. Je crois que ça a été répété à plusieurs occasions. Le président du Faso lui-même en a parlé. Il faudrait maintenant qu'on voit le gouvernement à l'œuvre et que les instruments qui ont été mis en place puissent effectivement fonctionner afin qu'on y arrive pour assainir l'économie et relancer la machine au Youssouf Ouattara. Exactement, c'est là où je pense que le discours du chef du gouvernement a manqué de punch. Il n'y a pas en matière de gouvernance, en matière de réforme institutionnelle, justement pour une gouvernance beaucoup plus vertueuse, il n'y a pas eu une mesure, on va dire, de choc. C'est juste une annonce, mais ce type d'annonce-là, on a l'habitude de les voir. Et à l'œuvre, la gouvernance n'est pas différente. Donc, on n'attend pas grande chose parce qu'il n'y a pas une mesure choc. Par contre, quand vous prenez la question foncière, par exemple, ils vont prendre des mesures conservatoires par rapport à l'existant et on va procéder à une relecture de la REF parce que la question foncière également, c'est une poudrière. Donc là, on sent qu'il y a une action choc, il y a une mesure importante qui adresse le problème. Mais la question de la gouvernance, la question de la corruption et de la bonne utilisation de nos ressources publiques, pour le moment, je ne vois pas de mesures vraiment bien spécifiques que le chef du gouvernement a édicté. Voilà. On va donc attendre de voir ce gouvernement à l'œuvre et puis ensuite voir ce que ça donne, le discours sur la situation de la nation. Dans tous les cas, il vient d'être, entre guillemets, investi par l'Assemblée nationale. Il a donc les coudées franches pour agir et donc sa feuille de route doit se mettre en branle beaucoup plus amplement. La pandémie de la Covid-19 a également impacté l'économie nationale, de même que le monde culturel. Cette maladie à coronavirus a révélé, précise le chef du gouvernement, les limites des systèmes de santé des pays en développement, comme le nôtre, et exige une intensification des mesures visant à promouvoir la santé publique. À cet effet, Christophe Dabiré annonce notamment que, je cite, « toutes les communes appuyées par les secteurs de la santé, de l'eau et de l'assainissement devront créer des brigades de salubrité publique et de lutte anti-vectorielle. » Alors, au-delà du discours là aussi, est-ce qu'une telle initiative peut contribuer plus efficacement à la lutte contre la Covid-19 et promouvoir la santé des populations? Charles Mayabi. Oui, au-delà de la lutte contre la Covid ou le Covid, moi je préfère le Covid. Le Covid. Je pense que c'est vraiment important. Et tout ça, ça passe par la question donc aussi de l'éducation. Peut-être qu'on va revenir là-dessus si c'est possible, mais la question par exemple des brigades sanitaires, moi je trouve ça une idée géniale. Regardez un peu comment est-ce que les gens se comportent en ville. C'est ça. Regardez comment les gens se comportent, même dans certaines bourgades, certaines localités. Alors qu'il suffit d'un rien pour que certaines maladies soient évitées. Vous allez dans les maisons des gens, l'assainissement, vraiment ça pose problème. Ça pose problème. Le fait simplement de se laver les mains comme il faut régulièrement, bon, ça pose problème. Ce sont autant de choses. Même quand vous regardez dans certains quartiers, les détritus, les immondices devant la porte principale d'entrée de certaines maisons, c'est inconcevable. Oui. C'est inconcevable. Dans la rue, vous voyez des choses jetées de part et d'autre. Franchement, dans un pays aujourd'hui moderne au XXIe siècle, on ne peut pas voir ça. Donc il faut travailler à ça, Youssouf Ouattara. La santé est notre bien le plus précieux. Chacun doit se soucier de sa santé et de celle des autres. Cette idée de brigade de salubrité publique et de lutte antivectorielle vous séduit-elle? Non, ce n'est pas nouveau parce qu'il y a déjà des formes de brigades de salubrité. Des brigades vertes. Oui, qui ont été des bons exemples à vendre même à l'extérieur, dont certains pays ou certaines communes de l'extérieur sont venues s'inspirer. Moi, je pense que la question de la salubrité, c'est l'un des aspects où les maires ont échoué. Parce que la salubrité fait partie de l'un des domaines de compétences transférées aux collectivités territoriales. Et la salubrité, ce n'est pas seulement les moyens, c'est une question d'engagement.
C'est une question d'éducation. Donc, on peut créer une brigade, on peut enlever les ordures, mais si le comportement même au quotidien ne change pas, et c'est là où, je pense, les maires qui sont des acteurs de proximité, ils ont un peu échoué à développer cette culture de propriété au sein de leur commune et surtout à permettre aux populations, à inciter les populations à s'approprier de la prise en charge de leur salubrité. Parce qu'aucune commune n'aura les moyens pour nettoyer tous les jours la commune, parce que ce sera difficile. Tout à fait. Voilà. Mais si les populations s'engagent, je pense que ça peut être une voie pour pouvoir réussir cette question de la salubrité. Donc les familles doivent y travailler aussi. Les familles doivent y travailler, mais il faudrait qu'il y ait une autorité. Et c'est ce que moi j'ai compris, pas brigade. Parce que je me dis que ça va être vraiment, je sais pas, ça va être une police sanitaire, par exemple, qui va aller contrôler de temps en temps, encadrer, voilà. Encadrer, regarder, excusez-moi le terme, entrer dans les toilettes, dans les cuisines, et puis regarder un peu. Ça permettra aux gens de changer d'habitude, tout simplement. Donc des CDR dans chaque quartier pour vérifier. Oui, pourquoi pas, ça peut servir à quelque chose. Ça peut servir. Voilà. Bon, très rapidement, on n'en a pas parlé, et le temps qui nous reste n'est pas très énorme. Alors, vous avez évoqué justement la question de l'éducation, de l'éducation citoyenne tout à l'heure, et qui est également un facteur important dans la réussite de tout ce qu'on souhaite entreprendre. Le président du Faso lui-même l'a dit, on ne peut rien réussir dans l'indiscipline. Oui, il y a ça, et puis surtout la question du développement humain de manière générale. On parlait tout de suite de l'étude prospective. L'étude prospective s'aligne également sur les types d'hommes qui vont donc conduire ce développement et le type d'hommes qui sera là pour les 50-60 années à venir. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'éducation, il est intéressant d'apprécier la réforme des curricula. Il faut que le contenu des formations, de l'éducation, de l'action académique change. Parce que si ce contenu ne change pas, on va fabriquer des hommes qui ne peuvent pas permettre au plan, donc à l'étude prospective qu'on va élaborer, de s'opérationnaliser parce que les hommes ne seront pas adaptés, leurs compétences ne seront pas adaptées pour les enjeux de l'heure. Donc c'est pour ça qu'il faut une adéquation effectivement entre le contenu des programmes académiques et scolaires et justement cette vision de prospective Burkina 2060. Voilà. Oui, sur la question de l'éducation, moi j'ai toujours un pincement au cœur. Depuis le temps où on est passé du ministère de l'Éducation nationale à différents types de ministères. Ça pose un problème. Nationale, alphabétisation, promotion de la langue nationale. Ça pose un problème psychologique et même un problème d'orientation. C'est-à-dire l'éducation, ce n'est pas uniquement l'enseignement de base supérieure ou voilà. C'est comme il dit, la fabrication de l'homme nouveau de demain. Ça part de l'éducation sur nos valeurs propres jusqu'à l'acquisition de connaissances. Voilà, donc il faudrait qu'on réfléchisse à ça pour pouvoir entrer donc dans cette dynamique et faire de nous des hommes qui sont fondés sur quelque chose. Parce que là, on part dans l'inconnu. Et il faudrait qu'on ressente un peu les choses. Et moi, je pense que en revenant sur l'éducation au sens très large et en ayant conscience de ce que nous recherchons en tant que Burkinabés, qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons à travers cette éducation obtenir pour notre futur, je pense que il faut mener la réflexion aussi loin possible pour que justement l'adaptation des curricula puisse prendre en compte ce volet-là, donc de la culture jusqu'à l'acquisition de connaissances. On pourrait vous dire une éducation centrée sur nos valeurs pour reformater l'homme nouveau. Le Burkinabé, c'est pas demain la veille. Non, c'est possible parce que la période de la Révolution a montré que c'est possible. Mais au-delà de ces valeurs endogènes, et comme on le dit, on est dans un monde, on va dire, globalisé. Donc, il y a cette compétition, comment on s'insère dans les nouvelles économies qui s'annoncent. Et ça, c'est très important de fabriquer les hommes qu'il faut. C'est en effet très important. Il nous reste juste quelques petites minutes et j'aimerais qu'on dise un tout petit mot sur les médias puisque nous avons sur le plateau le président de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, tout en saluant leur contribution positive dans l'édification de la démocratie burkinabé. Le Premier ministre dit attendre, dixit, qu'ils contribuent, donc les médias, en toute responsabilité et professionnalisme à la promotion de nos valeurs citoyennes. Vous avez évoqué les valeurs tout à l'heure, c'est donc une exhortation qui vous parle à l'UNALPHA.
Oui, il va me permettre d'abord que je profite de ton plateau pour dire que je suis président sortant, parce que mon mandat est fini. Ah, le mandat est fini. Et je l'ai transmis le mandat. On attend seulement, pas l'investiture, mais la passation de ça. On respecte la limitation des mandats. Ah ouais, oui. Voilà, donc, voilà, déjà, ça, c'est de dire. Le Premier ministre sait certainement que les médias burkinabés de façon globale, je pèse mes mots, globale, sont des médias responsables. Il suffit d'aller dans les pays voisins pour voir un peu ce qu'on appelle médias. Et franchement, ce n'est pas cette qualité-là. Évidemment, on ne peut pas se contenter donc de ça. Il faut faire en sorte que donc, les médias puissent contribuer effectivement à construire, à façonner, parce que de toute façon, c'est à ça qu'ils servent d'une certaine façon dans nos pays. Ce n'est pas pareil en Occident, mais nos médias sont des écoles de tous les jours pour les populations. Pour la population. Voilà, donc bon, c'est faire en sorte de renforcer les capacités à jouer ce rôle-là pour combler certains manques et permettre d'accélérer le processus d'appropriation donc de tout ce dont on parle ici aujourd'hui. Donc faire en sorte que ce soit des gens, des citoyens conscients et consciencieux qui agissent normalement, donc dans le contribuer à l'éducation citoyenne des populations. Très rapidement, Youssouf Ouattara, sur les médias. Oui, en regardant la configuration du Parlement, on se rend compte qu'on a besoin de médias vraiment solides, on a besoin également d'organisations de la société civile solides. Et il y a un fait qui m'a marqué dans le discours du chef du gouvernement, c'est la première fois qu'on parle de charbon fin. Et dans la politique minière, il a défini comment le charbon fin va être traité par son gouvernement. Et ça, c'est grâce aux médias, c'est grâce aux journalistes. C'est grâce aux médias. Ça prouve que les médias et la société civile peuvent vraiment aider à influer l'action publique et les politiques publiques. Vous qui avez l'habitude donc de compulser des discours et puis de compulser des programmes, de les évaluer, quelle note donneriez-vous au Premier ministre Christophe Dabiré pour cet exercice? Sur combien? Sur une note de 20, vous lui donneriez combien? Non, moi je pense que c'est un discours qui est très cohérent et surtout la concision parce qu'on a eu un discours d'une heure. Et ça alors qu'on lui avait donné 1h30. 1h30. Voilà. Et ça peut imprimer également un rythme, une vision de l'action publique de manière générale qu'on doit être concis et précis et beaucoup plus efficace. Moi je lui donnerais la note de 16 sur 20. 16 sur 20. Charlemagne Abissi, une note ou une appréciation? Non, global? De façon globale, je dirais que c'est un discours que nous avons, qui me satisfait en évoquant les différents points, donc, mais reste à la mise en œuvre. Mais sur le plan de la forme, sur le plan du contenu, bon, on va dire 15. 15-16, donc il a largement la moyenne. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 124 qui recevait pour vous Charlemagne Abissi, directeur général de Savane Média. Merci pour vos éclairages. Merci, Serge. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Youssouf Ouattara, directeur exécutif du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFWeb, le CIFWeb qui nous accompagne de temps en temps dans ce genre d'exercice. Merci pour cette sollicitude et merci pour vos éclairages ce soir. Abibata Clarisse Sawadogo Benao, que je remercie, avait la haute main sur la réalisation de ce numéro de Périscope. Merci à toute l'équipe technique qui l'a appuyé, ainsi qu'à tous ceux qui m'accompagnent chaque semaine dans la présentation de cette émission. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. N'oublions pas de respecter les gestes barrières contre le coronavirus et de prendre soin les uns des autres. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.